Nous allons donner la parole à Madame Minh Gunbei, qui est directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, afin de parler de l'accompagnement global et des dispositifs dédiés aux femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants, afin de montrer leur importance. Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je tiens à remercier Migration Santé de nous avoir invités. Et pour moi, c'est particulièrement émouvant d'être ici à un événement de Migration Santé, puisque j'ai travaillé plus de 10 ans à Migration Santé à Strasbourg, en Alsace. Donc voilà, merci Monsieur le Président pour cette invitation. Donc je suis Minh Gunbei, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est une fédération qui a été créée à la fin des années 70, notamment à travers la structuration de centres d'hébergement. Hop, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc, c'est une fédération qu'on retrouve un petit peu partout en France, mais pas partout, comme vous le voyez. 83 associations qui ont intégré notre fédération au fur et à mesure avec un objectif commun qui était la lutte contre les violences conjugales. Donc, notre fédération, son premier dispositif, ce sont les structures d'hébergement. Pourquoi ? Parce que quand les femmes veulent quitter le conjoint violent, le domicile, eh bien, la première chose qui est problématique, c'est d'avoir un toit sur la tête. Les enquêtes aujourd'hui encore le prouvent, 48% des femmes ne peuvent pas quitter le domicile par manque de moyens financiers. Donc ça corrobore l'idée que ce dispositif historique qui a été mis en place est encore absolument nécessaire aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ce sont les centres d'hébergement, mais c'est aussi en 1992 la création de ce qui est aujourd'hui le 3919. Donc le 3919, c'est un numéro associatif qui a été créé par notre fédération. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que là, par exemple, autour des événements du 25 novembre, on voit partout le logo du 3919, et c'est super. Parce que ça veut dire qu'il a été identifié par les professionnels, par les structures, par les institutions. Or, le détaché du projet de notre fédération est problématique. Pourquoi ? Parce que le 3919, ce n'est pas juste une ligne d'écoute, c'est une ligne d'écoute avec des principes d'intervention féministe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout du fil, eh bien, on a des écoutantes professionnelles, formées, qui interviennent et qui agissent auprès des femmes avec une écoute qui est une écoute féministe. Et c'est quoi une écoute féministe ? Eh bien, c'est d'abord de dire aux femmes qu'on les croit. C'est-à-dire que quand elles vont nous appeler, il ne va pas y avoir de remise en question de la parole qu'elles vont poser à cet endroit-là. Le 3919, c'est un triptyque. C'est de l'écoute, de l'information et de l'orientation. Ça veut dire que les principes d'intervention féministe, c'est intervenir en fonction de la temporalité des femmes qui nous appellent. Si une femme n'est pas prête à aller porter plainte, au 3919, on ne va pas les obliger à aller porter plainte. Si une femme n'est pas prête à quitter le domicile, on ne va pas lui donner d'injonction à quitter le domicile, même si en tant que professionnel, c'est très difficile, parce qu'on sait parfois qu'il y a une mise en danger réelle, parce que quand on est professionnel et qu'on connaît l'analyse des mécanismes, des éléments coercitifs, on sait que là, il y a des éléments de danger, sauf qu'on sait aussi que si on pousse une femme à partir dans des conditions qui ne sont pas préparées, eh bien, on la met aussi en danger. Si on pousse une femme à partir alors qu'elle n'a pas pu faire tout le travail, eh bien, les allers-retours à la maison sont fréquents. On parle parfois jusqu'à 7 allers-retours jusqu'à ce que la femme puisse partir. Donc, ces principes d'intervention féministe, ils s'appuient sur 50 ans d'expertise. Et ce qui est intéressant, c'est que le 3919, il s'alimente aussi de nos 83 associations sur le réseau, puisque je vous parlais de l'orientation comme le troisième pilier du 3919, mais on n'oriente pas uniquement vers les associations de notre réseau, on oriente vers toutes les associations de l'écosystème. Et ça, c'est un message vraiment que j'aimerais faire passer aujourd'hui, parce qu'en fait, les associations sur le territoire, même si parfois, malheureusement, les pouvoirs publics les mettent en concurrence, les associations sur le territoire travaillent ensemble, vraiment au coude à coude, et nous, on le voit par rapport à ce que nous font remonter nos associations, parce qu'à nous seuls, on n'est pas capable, du bout en bout de la chaîne, de prendre en charge une femme victime de violence. Pourquoi ? Eh bien, si on remet la femme au cœur du processus de sortie des violences, admettons que le premier appel soit au 3919. Elle va avoir à cet endroit-là une écoute. Et ensuite, évidemment, on va l'informer de ses droits.
Mais toutes les femmes qui nous appellent sont à des moments de leur histoire très très différentes. Et donc elles ne vont pas avoir besoin de la même orientation. Certaines vont nous demander une information plus juridique et donc on va les orienter plutôt vers des associations du réseau des CIDFF. D'autres vont nous demander une structure d'hébergement, un toit pour leur sécurité avec leurs enfants. Dans ce cas-là, on va les orienter plus précisément vers nos associations. Mais depuis 2014, ce qui est intéressant, c'est que le 3919 est aussi devenu la ligne d'écoute de toutes les formes de violence. Tout à l'heure, je referai une petite distinction entre ce qu'on entend par violence faite aux femmes et violence conjugale. Parfois, il y a de la confusion, mais à la fois, c'est normal. Depuis 2014, le 3919 est la ligne toute violence faite aux femmes. Ça veut dire quoi? Eh bien, si on prend l'exemple, par exemple, de l'excision, une femme qui serait victime d'excision, elle pourrait tout à fait appeler le 3919. Elle est au bon endroit. Elle va avoir au bout du fil une chargée de pré-accueil qui va écouter son témoignage et qui va pouvoir lui dire, écoutez, on n'est pas les plus expertes de la question, on va vous orienter vers les associations du GAMS. Parce qu'à cet endroit-là, elles vont avoir une expertise plus importante. En revanche, si on a une dame qui nous appelle et qui est par exemple victime de viol, eh bien on va l'orienter vers les collègues du CFCV. Mais si ce viol est dans le cadre conjugal, eh bien elle va passer au deuxième niveau d'écoute chez nous, c'est-à-dire qu'elle va avoir une écoutante spécialisée dans les violences conjugales. À la Fédération nationale Solidarité Femmes, on a identifié 7 types de violences conjugales. Parce que quand on parle de violences conjugales, on a l'habitude de penser que ce sont uniquement des coups. Ce n'est pas le cas. Les violences conjugales, ce sont des violences psychologiques, des violences verbales, des violences physiques, des violences économiques, des cyberviolences, des violences administratives et des violences sexuelles, notamment conjugales. L'année dernière, le 3919, c'est plus de 100 000 appels. Et ce que nous disent ces chiffres, vous voyez, on aurait tendance à penser que ce seraient les violences physiques qui seraient les plus importantes, ce qui vient aussi nous obliger à travailler sur nos représentations de ce que sont que les violences conjugales. Eh bien, ce que les femmes nous révèlent le plus massivement, ce sont les violences psychologiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes vivent toujours 2 à 3 types de violences cumulées. C'est rare qu'une femme nous appelle pour nous témoigner d'un seul type de violence. Alors, elles ne l'identifient pas forcément elles-mêmes, elles ne vont pas forcément être en capacité de dire « je vis des violences économiques », mais l'écoutante, quand elle va entendre que la dame a été interdite de travailler, ou que madame n'a plus de moyens de paiement, ou que madame voit son partenaire lui faire du chantage à des actes sexuels en contrepartie d'argent pour nourrir le foyer, on va pouvoir lui dire « Madame, ce sont des violences économiques conjugales que vous vivez à cet endroit-là ». Pourquoi c'est important de bien identifier tous les types de violences conjugales que peuvent vivre les femmes? C'est parce que sans cela, on n'est pas en capacité de proposer un accompagnement global. Et donc, j'en reviens à la question de l'orientation. C'est aussi ces éléments-là qui vont permettre aux écoutantes au bout du fil d'orienter au mieux les femmes. Je ne l'ai pas dit, mais au 3919, on ne fait pas d'accompagnement. On ne reprend pas les appels, on n'a pas de suivi des appels. Et pour nous, ça c'est aussi un principe d'intervention important, parce que une même dame peut nous rappeler plusieurs fois, si elle le souhaite, au cours de sa vie, on ne le sait pas. Et elle ne va pas forcément avoir les mêmes personnes au téléphone. Et ça, l'expérience nous prouve que c'est plutôt intéressant, parce qu'en fonction de l'écoute qu'elle va avoir à ce moment-là, en fonction du moment de sa vie, de la manière dont elle va verbaliser les choses, eh bien, il va y avoir des déclics qui vont pouvoir aussi s'opérer. Juste revenir à la slide d'avant. Donc, je vous disais, au 3919, l'année dernière, c'est plus de 100 000 appels. Et 93% logiquement concernent les violences conjugales puisque nous sommes une ligne dédiée aux violences conjugales. Nos partenaires, eux, vont pouvoir prendre en charge la suite des situations. Alors, on m'a demandé aussi de parler de la situation des associations locales. Quelle est la difficulté que nous avons aujourd'hui ? Je vais refaire un petit peu de contexte politique parce que c'est important pour les professionnels qui sont là. En 2017, il y a eu la vague MeToo. La déflagration mondiale, ce qu'on a appelé la libération de la parole. Ce terme, moi, je m'inscris un peu en faux, parce qu'en fait, les femmes ont toujours parlé.
La preuve, ça fait plus de 50 ans sur le territoire français que des associations accompagnent les femmes, qu'en 92, nous déjà, on a mis en place une ligne téléphonique pour libérer cette parole-là. Mais voilà, acceptons cette idée de libération de la parole. 2019, le Grenelle des violences conjugales, un moment très important de mobilisation nationale où, dans le même temps, on est dans l'annonce de la grande cause nationale. Et ce moment qui a duré entre 2017 et jusqu'à, on peut dire, 2020-2021, parce que la pandémie aussi a été un moment de mise en abîme très fort des violences conjugales, puisque les femmes n'ont pas pu quitter le domicile et ont vécu des actes qui parfois se sont comparés à des actes de torture. Eh bien, de 2017 à 2021, on a eu comme ça une sorte de parenthèse enchantée, comme je l'appelle, où on a eu l'impression d'un consensus national sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il faut le dire, des moyens supplémentaires ont également été débloqués à certains endroits. Nous, on en est le meilleur exemple, puisque nous avons eu la possibilité de recruter plus d'écoutantes au 3919. Et le résultat est automatique, puisque nous avons plus de 100 000 appels. Donc ce premier constat, il veut dire quoi? Il veut dire que quand on met les moyens au bon endroit, les femmes s'en saisissent. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, notre dispositif, le 3919, il repose sur l'écoute, l'information, l'orientation. L'orientation, ce n'est pas nous qui le faisons nationalement, ce sont les associations en territoire. Or, depuis cet été, de manière assez maintenant massive, et on peut le documenter, des associations en territoire ferment des permanences, et ça concerne beaucoup la ruralité, ferment des antennes. On a des professionnels qui ne sont pas remplacés, par exemple les départs à la retraite. On a des burn-out d'assistantes sociales parce que le travail de l'assistante sociale, c'est de pouvoir apporter des solutions. Et bien, quand on a l'impression que toutes les portes se ferment, eh bien, ça devient compliqué. Et donc, il se passe quoi en retour? Eh bien, ces femmes nous rappellent au 3919 pour nous dire, eh bien, vous m'avez orienté vers une association et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de professionnels qui peuvent m'accueillir. Ce qu'on craint, nous, actuellement, et je crois que tout à l'heure, dans l'introduction, les chiffres des féminicides ont été cités, en une semaine, le 20 novembre, 4 féminicides. Dans la même semaine, 6. Et donc, on est dans un moment où on a l'impression, effectivement, qu'il y a un coup d'arrêt. Alors, évidemment, la situation financière du pays est ce qu'elle est, mais en fait, les violences conjugales, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait politique. Ça doit s'inscrire dans un projet politique parce que c'est un enjeu de démocratie. Je pense que les personnes qui travaillent à Migration Santé ou dans l'environnement de Migration Santé le savent. Quand des personnes étrangères arrivent sur notre territoire, les premiers modules qu'elles ont, c'est des modules sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que c'est important et que ça fait partie de nos principes républicains. Or, aujourd'hui, la 7e puissance mondiale, eh bien, affiche des chiffres qui doivent nous faire réfléchir. On a 6 féminicides en une semaine. Je vais vous donner quelques chiffres, mais je ne veux pas vous noyer là-dedans parce que c'est vraiment très problématique. 3,5 femmes par jour sont victimes de féminicides, de tentatives de féminicide ou de suicide forcé. On a eu l'habitude de dire une femme tous les 3 jours, mais ça, c'était vraiment la manière très invisibilisante, puisque c'est aussi le titre de votre journée, de ne pas voir l'ensemble du phénomène. C'est 94 enfants qui sont orphelins aujourd'hui parce que leurs mères ont été assassinées. Au 3919, c'est 14% des femmes qui nous appellent qui sont menacées de mort. C'est une femme sur 10 qui nous dit être victime de strangulation. Et on le sait, la strangulation est un des éléments qui doit alerter sur le passage à l'acte du féminicide. C'est 30% de violences post-séparation. Ça veut dire que à peu près 1 an après, ou 1 an et demi, 2 ans après, les femmes continuent à vivre des violences qui sont soit des intimidations, soit des menaces, soit à travers les enfants. Et on a parlé tout à l'heure des mères protectrices, on pourrait aussi en parler de ces mères protectrices autour de la question des violences conjugales, parce qu'aujourd'hui, eh bien, quoi que fassent les mères, elles ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que si elles décident de partir avec leurs enfants sans avoir fait toutes les procédures nécessaires, elles peuvent être effectivement attaquées. Soit, si elles n'ont pas dénoncé et qu'elles vivent dans des foyers où les enfants sont victimes aussi de ces violences conjugales, eh bien, elles sont aussi responsables. Et donc, nous, on alerte là-dessus parce que, à côté de cela, et là, ça va me faire le point avec le dernier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est la montée des masculinismes. Parce que tout ça, c'est lié.
La montée des mouvements masculinistes, c'est quoi? Ce sont des groupes qui ont clairement comme idéologie la haine des femmes, dans l'idée que, eh bien, elles doivent rester à leur place. Je vous le fais de manière très schématique. Ce sont des mouvements qui perdurent et qui existent depuis très longtemps. Le premier attentat masculiniste, c'est 1989 au Canada, à Montréal. Et depuis, en fait, ces mouvements continuent à perdurer. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. C'est un terrain de jeu aujourd'hui pour les masculinistes très important, puisqu'ils vont recruter à cet endroit-là, et leurs méthodes sont les mêmes que des méthodes de radicalisation qu'on a pu voir dans d'autres sujets. C'est-à-dire qu'ils vont lobotomiser littéralement le cerveau de ces enfants pour les alimenter de ce pouvoir que les femmes auraient pris sur le monde. Et ce qui est très dangereux, en fait, c'est que ça peut se traduire en actes. Comment ça se traduit en actes? À l'époque, les papas, ils montaient sur les grues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces mouvements masculinistes qui montraient sur les grues pour dénoncer le fait que leurs femmes leur enlevaient leurs enfants. Les chiffres, ils sont très clairs. Aujourd'hui, en France, 75% des demandes de garde d'enfants, ce sont les femmes qui la font. Il n'y a que 25% d'hommes, ça ce sont pas nos chiffres, ce n'est pas des chiffres féministes, c'est des chiffres de la justice. 25% d'hommes qui demandent la garde alternée. Dans les 25% d'hommes qui la demandent, 75% l'obtiennent. Donc en réalité, ces mouvements qui ont vocation à diaboliser les mères, quand on creuse un peu le profil de ces personnes, puisque nous sommes en train de le faire actuellement au 39-19 par rapport à des attaques qu'on subit, eh bien ce sont soit des hommes qui ont été violents, soit des hommes qui n'ont jamais demandé la garde de leurs enfants et qui les instrumentalisent. Et donc cette question de l'instrumentalisation des enfants pour faire perdurer les violences post-séparation, c'est aussi un sujet qui doit interpeller les professionnels, parce que je pense que si on n'est pas assez formé et pas assez préparé, eh bien on peut assez rapidement tomber dans ce discours un petit peu ambiant sur ces mères qui seraient beaucoup trop protectrices. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que les mouvements masculinistes, ils sont aussi dans une forme de négationnisme, comme je l'appelle. C'est-à-dire que à l'époque, dans les années 70, quand les aînés ont commencé à travailler sur ces questions-là, eh bien, ils n'avaient pas de statistiques, il n'y avait pas d'observatoire, et les ministères ne s'intéressaient pas à cette question. Il faudra attendre la conférence de Beijing en 1995 pour que les États soient sommés de produire des données genrées. Et il y aura la première enquête en France en 2000 qui s'appelle l'enquête ANVEF. Cette enquête, elle est très claire sur l'ampleur des violences dans notre pays. Et puis, il y en aura une autre ensuite qui sera l'enquête Virage qui va continuer à confirmer ces chiffres-là. Les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure sur les féminicides sont les chiffres des ministères en question. Et malgré cela, aujourd'hui, on vient encore dire aux associations féministes qu'elles exagèrent. Or, la situation, en fait, on n'a plus besoin, nous, de la dépeindre. La situation, elle est particulièrement alarmante. Alors, vous allez me dire, le tableau que je dresse est particulièrement noir, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, je ne vais pas vous laisser sans solution. Je pense qu'il est important réellement, d'abord, de considérer que les violences conjugales, c'est un problème politique. C'est pas, je veux dire, c'est un problème politique au sens, pas partisan du terme, au sens de notre société, de ce qu'il dit de notre démocratie. Et donc, à cet égard, c'est notre responsabilité à chacune et à chacun de ne pas minimiser. Et quand je dis ne pas minimiser, on entend beaucoup, je le disais, moi j'ai commencé et j'ai travaillé sur les questions de violence conjugale la première fois en étant interprète pour Migration Santé à Strasbourg. J'ai découvert ces questions-là à 18-19 ans en faisant de l'interprétariat. Et en fait, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, on pensait qu'effectivement les choses étaient acquises. Isabelle le disait tout à l'heure, pardon. Les choses ne sont jamais acquises. On est en train de répéter des choses qu'on a dit il y a déjà 20 ans, 30 ans. Donc c'est ça notre travail, systématiquement, de répéter les mêmes choses. Et ce qu'on doit répéter, c'est que ces violences, elles sont systémiques, elles s'inscrivent dans un système patriarcal, et du coup que c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas minimiser. Et donc, dès qu'on parle des violences, s'entendre dire dans les 5 minutes qui suivent « et les hommes », en fait, c'est plus acceptable. Parce que personne ne nie la violence faite aux hommes. Il existe des dispositifs pour accompagner les hommes, mais systématiquement nous opposer cette question-là dans les 5 minutes qui suivent, c'est une manière de participer à la négation. Il y a une féministe très célèbre dont le nom m'échappe là, qui disait en fait, vu
la place qu'ont les hommes dans la société aujourd'hui, ils sont dans les espaces de pouvoir. Ils n'ont pas besoin de venir dans des associations féministes pour travailler sur cette question-là. Ils ont tous les espaces pour pouvoir faire avancer la question-là. Et donc c'est important de ne pas minimiser l'ampleur de ces violences. La deuxième chose, c'est la question de la formation. Il existe aujourd'hui plein d'outils. Alors les structures n'ont pas toujours les moyens d'envoyer leurs professionnels en formation. Mais il existe plein d'outils, nos sites internet sont plutôt bien faits, il y a de la documentation, il faut venir en formation, il faut vraiment travailler là-dessus pour voir comment prendre en charge les femmes dans l'écosystème sans leur faire perdre effectivement l'espoir que c'est possible. Au moment du procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, il s'est passé une chose très intéressante au 39-19. À la fois, on a eu des augmentations d'appels pour des femmes qui voulaient travailler sur la question de la soumission chimique, qui se sont dit, tiens, peut-être que moi aussi je suis concernée, tiens, ça fait résonance, en fait, les témoignages de Gisèle Pelicot. Et donc, qui ont pu trouver à cet endroit-là des réponses et identifier qu'effectivement, peut-être, elles avaient également été victimes de soumission chimique et on a pu les orienter vers des professionnels. Et dans le même temps, elles nous ont dit, mais si c'est pour revivre ce que vit Gisèle Pelicot, qui est pourtant la victime parfaite, dans la mesure où elle avait toutes les preuves, et malgré le fait qu'il y avait toutes les preuves, eh bien, elle a été revictimisée. Et donc, elle nous disait, eh bien, nous, on ne peut pas supporter, en fait, parce qu'on n'est pas forcément les victimes parfaites, on n'a pas forcément toutes les preuves, que la justice ne nous croit pas, on ne va pas y arriver. Et donc, ça provoque aussi des femmes qui décident de ne pas aller porter plainte parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Et donc, c'est important de bien connaître tout l'écosystème pour pouvoir les accompagner à ce que ça se passe dans de bonnes conditions, parce qu'il n'y a rien de pire pour les femmes que le fait d'entamer des démarches et ensuite d'y renoncer parce qu'elles ne sont pas crues, pas entendues ou pas bien prises en charge. Et le dernier point sur ce qu'on peut faire en tant que professionnel, eh bien, c'est de partager les numéros. Alors là, je vais faire sur le 3919. De partager nos logos. Alors j'ai mis les deux, vous avez sans doute plus l'habitude de voir celui-là là-bas. Ouais. Alors c'est pas le nôtre. Je le disais tout à l'heure, le 3919, c'est un numéro associatif. Et pourquoi c'est important d'afficher celui-ci et de communiquer celui-ci? Alors au-delà du fait que c'est une propriété intellectuelle, mais ça c'est presque accessoire, c'est que quand on le rattache à un projet associatif, quand on le rattache au fait que ce n'est pas une ligne d'urgence, eh bien on dit aux femmes, vous avez le droit de venir poser un témoignage avec vos incohérences, avec votre timing, avec ce que vous avez à nous dire et on vous accompagnera dans le temps qu'il faut. Parce que ce code couleur, là, le rouge, blanc, noir, il évoque l'urgence, il évoque l'idée de la police. Or, ce n'est pas l'objet de notre ligne. Nous, on travaille avec la police et la gendarmerie. Comment? À travers la plateforme nationale d'aide aux victimes. Donc, si une femme est avec une écoutante au 3919 et qu'elle veut aller plus loin, et qu'elle veut saisir l'occasion là d'être au 3919 et d'avoir le courage ou la possibilité à ce moment-là, eh bien on va pouvoir la mettre en connexion avec les chatteurs de la PNAV, donc ce sont des policiers ou des gendarmes en fonction de votre territoire, qui vont pouvoir entamer une discussion par chat avec les femmes, parce que tout ce qu'elles vont écrire à cet endroit-là va être conditionné pour pouvoir éventuellement, au moment d'une plainte, le verser au dossier. Et donc, nous, on fait ce travail-là avec la police et la justice, mais c'est important que le premier endroit d'identification, ce soit un numéro qui soit un numéro contenant d'écoute et qu'on n'oblige pas les femmes à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas faire. Je vous remercie. Juste, j'ai apporté des plaquettes qu'on a déposées à l'accueil, et ça vous donne les informations de la fédération, mais comment vous pouvez aussi laisser traîner ça, par exemple, en fonction de l'endroit où vous êtes, pour que les femmes puissent identifier si elles sont victimes de violences. C'est une sorte de petit questionnaire. Si vous cochez 2-3 cases, eh bien peut-être vous pouvez appeler le 3919. Voilà. Merci. Merci. Il y a des questions, j'ai vu des mains se lever. Merci beaucoup de rappeler la situation actuelle.
je constate à chaque fois quand on est dans des journées d'études ou d'informations comme celle-ci que l'auditoire, c'est souvent des femmes, donc on s'adresse beaucoup à des femmes et c'est très important de le faire parce que je pense qu'on n'est jamais assez sensibilisé même en tant que femme. Mais comment est-ce qu'on s'adresse aussi à des hommes ? Et moi qui suis mère de 2 petits garçons, je peux vous dire que c'est aussi compliqué d'élever des petits garçons pour qu'ils ne soient pas victimes, parce qu'on parle souvent des enfants en tant que victimes, mais pour qu'ils ne soient pas un jour auteurs, ce que je ne souhaite pas du tout. Mais c'est quand même un travail aussi très important. Donc comment aussi s'adresser à des hommes pour qu'ils ne soient pas des futurs auteurs, même étant très petits. Merci beaucoup. Merci pour votre question, elle est essentielle. Dans notre plaidoyer à la Fédération, ce qu'on dit clairement, c'est que lutter contre les violences faites aux femmes, une fois qu'elles sont là, c'est trop tard. En fait, on est dans du soin, de l'accompagnement. Il faut agir à la racine. Et donc, l'éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge, à travers notamment la mise en place des EVARS, ça fait partie de notre plaidoyer. On le sait. Moi, j'ai beaucoup fait d'interventions dans les établissements scolaires. Et ce que les enfants, les adolescents ont à nous déposer comme parole et tout ce qu'on peut partager avec eux est essentiel parce que c'est là que ça se fait. Tout à l'heure, Isabelle posait la question de à quel moment vous avez entendu parler de cette question de l'excision. Eh bien, parfois, des enfants n'ont jamais même entendu parler de la notion de consentement. Ils n'ont même jamais entendu parler de l'égalité. Alors, les choses ont changé. C'est beaucoup mieux. Mais là, on demande des moyens pour qu'effectivement, le programme de 2021 soit vraiment mis en œuvre. 3 associations avaient condamné la France, le procès est en cours, ont déposé plainte contre la France pour non mise en application de cette loi de 2001. Et donc cette loi, elle est essentielle en fait parce que c'est ça qui va nous permettre de transformer et de faire cette révolution culturelle qu'on appelle de nos voeux. C'est-à-dire que évidemment, et vous avez raison de le signaler, les violences faites aux enfants, filles et garçons, sont majoritairement aussi commises par des hommes. Et donc cette reproduction, elle doit pouvoir s'arrêter et elle peut s'arrêter si on fait de la prévention. Et ça, nous, on en est convaincus. Il y a des pays où des exemples de politiques publiques plus globales ont été mises en œuvre et il y a des baisses, il y a des résultats. Donc nous, on sait comment il faut faire. Il faut qu'on nous écoute et qu'on marche à nos côtés. Je suis là. Déjà, merci beaucoup pour parce que vous venez de nous dire. Je pense que ça fait beaucoup de bien d'entendre le fait que effectivement les violences faites aux femmes c'est une question systémique parce que souvent même dans la vie personnelle on se sent très démuni par rapport à ce que on peut faire, ce qu'on doit faire. Effectivement c'est une question systémique donc c'est beaucoup plus grand que nous que notre vie et donc voilà c'est toujours important je pense de nous rappeler ça. Moi, je travaille dans une association d'accompagnement des personnes LGBT et je me demandais du coup si vous avez quelques chiffres, enfin s'il y a des personnes qui appellent pour du coup des violences vécues au sein des couples, soit lesbiens, bisexuels. On vient d'organiser une journée à la Maison des Solidarités LGBT justement sur les violences LGBT parce que elle existe. Donc, je me demandais aussi si vous aviez quelques retours par rapport à ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre question. Ce que vous abordez là est, moi, ce que j'appelle un peu un angle mort de notre travail. On a quelques chiffres sur les violences au sein des couples homosexuels ou lesbiens, mais ils sont très faibles et donc, à mon avis, ne sont pas révélateurs de la réalité. C'est pas parce qu'on n'a pas les chiffres que la réalité n'existe pas. Je pense surtout que peut-être ces publics n'ont pas identifié le 3919 comme étant une ligne possible pour elles. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons, mais les chiffres qu'on a aujourd'hui sont très très faibles, donc à mon avis ne sont pas significatifs. Bonjour, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez parlé de la sensibilisation. Et je suis travailleuse sociale au sein d'un FJT. J'accompagne les jeunes de 18 à 30 ans. C'est un moment où les jeunes se construisent. Et ce sujet que vous abordez m'intéresse beaucoup parce que j'accompagne beaucoup de jeunes garçons que je vois
sur ce sujet de sensibilisation par rapport aux violences faites aux femmes, les discours qui tiennent lors des ateliers collectifs qu'on fait. J'aimerais savoir comment se mettre en lien avec vous et comment travailler ensemble pour une intervention 2 à 3 fois sur l'année sur ces sujets, tant que pour les jeunes garçons que les jeunes filles. Alors, sur la première partie de votre question, sur 18-30 ans, il faut même déjà travailler plus tôt. Moi, j'avais eu la chance de faire une expérimentation sur 2 années. J'avais demandé à pouvoir suivre la même classe de 5e qui passait en 4e pour voir, en fait, parce qu'entre la 5e et la 4e, il se passe déjà quelque chose. Et effectivement, ça s'était confirmé. J'avais eu cette classe 2 fois en session quand ils étaient en 5e. Et j'avais face à moi des adolescents hyper pro-féministes, hyper actifs, vraiment des garçons qui défendaient les questions d'égalité de manière très forte, qui trouvaient ça insoutenable que les femmes ne gagnent pas le même niveau de salaire, vraiment, qui étaient hyper engagés. Et ces mêmes enfants, 5 mois plus tard, je les ai retrouvés, ils étaient passés en 4e, et ils tenaient des discours qui étaient plus proches de discours de remise à la cuisine, comme ils disaient à cette époque-là, des femmes. Et en fait, je me suis beaucoup demandé ce qui se passe. Et effectivement, c'est aussi un moment où l'accès aux réseaux sociaux, où les parents autorisent aussi l'accès aux réseaux sociaux, s'opère. Puisque même s'ils ont les téléphones très tôt aujourd'hui, ça reste encore pour une partie des élèves l'accès à ces outils-là. Je pense qu'on a un gros travail à faire et c'est bien ce qui est en train de se faire par rapport à TikTok notamment et sur les impacts, mais il faut continuer à le faire par rapport à tous ces contenus masculinistes qui sont diffusés. On voit des choses qui ne sont pas acceptables en fait. C'est comme si en fait on était en train de parler encore une fois de faits divers. On parle de délit. En fait, dans les propos parfois sur Internet, on est dans du délit et il n'y a pas de sanction à cet endroit-là. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite par rapport aux actions dans les écoles. Aujourd'hui, il faut se rapprocher des associations. Donc, je ne sais pas où vous vivez. Moi, c'est plutôt un FJT, un foyer pour jeunes travailleurs. Du coup, c'est un foyer d'hébergement, en quelque sorte. Dans quelle ville ? J'ai la collègue qui me dit qu'elle me dira, alors je vais me rapprocher d'elle. Mais merci pour votre réponse. Voilà. En tout cas, il faut se rapprocher des associations locales. Nous, nos 83 associations, pas toutes interviennent dans les structures pour les sensibilisations, mais si c'est pas nous, il y a d'autres réseaux dont je parlais tout à l'heure, le planning, la FNCIDFF, interviennent aussi dans les structures. Merci. Avant d'aller nous restaurer, avant de faire la pause déjeuner, on va ouvrir un temps d'échange et de communication libre. Merci beaucoup, Madame Gunbey. Donc, s'il y a des questions, quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui. C'est une question, c'est un sujet peut-être assez compliqué à aborder, mais un peu le militantisme dans notre pratique en tant que professionnel, qu'on soit de la santé ou du social. Personnellement, je suis psychologue dans des accueils de jour pour personnes en situation de grande précarité. Et dans mon approche, avec certaines limites bien évidemment, mais je m'appuie pas mal sur mon propre militantisme. Parce qu'on ne peut pas suivre des personnes, notamment des femmes, sur des sujets aussi compliqués sans connaître tous les enjeux et participer à combattre ça. Mais ça reste des fois compliqué selon la posture du professionnel. Et des fois, on se pose la question. Donc j'aimerais bien, si possible, aborder ce sujet, avoir des avis. Voilà. Je veux bien vous répondre parce que j'ai, à une époque de ma vie, été en charge et travaillé dans une collectivité de 9000 agents de la fonction publique, territoriale. Et en fait, j'étais en charge de ces questions d'égalité femmes-hommes et donc évidemment la dimension militante apparaissait très fortement. Et je me suis beaucoup posé la question de savoir comment faire pour les embarquer, ces 9000 agents et agentes. En fait, il y a un truc qui est très simple. Quand même, depuis qu'on est petit, on traverse les pontons des mairies et des écoles où c'est marqué liberté, égalité, fraternité.
Et je trouve ça, et ça m'a fait un déclic à ce moment-là, quand j'ai vu ces professionnels me dire non, mais nous avons la neutralité. En fait, il n'y a pas de neutralité sur cette question. C'est-à-dire que c'est un principe, c'est pour ça que je parlais de la démocratie tout à l'heure. Oui, peut-être que les militantes vont aller un peu plus loin parce qu'elles vont y consacrer leur vie. D'accord ? Mais en fait, chacune et chacun d'entre nous, de par le pacte social, de par le contrat social et républicain, nous avons la responsabilité et le devoir même de lutter contre les violences et donc d'agir pour l'égalité. Alors, peut-être utiliser le terme patriarcal, c'est considéré comme militant. Hier, j'entendais des magistrats le dire. Donc, on voit que les choses diffusent aussi et puis il faut nommer les choses. Donc, pour moi, en fait, on devrait être un peu plus tranquille vis-à-vis de ça et s'appuyer sur ce qui fait le pacte républicain, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et tant qu'on ne luttera pas contre les violences faites aux femmes, il n'y aura pas d'égalité. Donc la question de la militance, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt pour ceux qui veulent nous délégitimer. On est absolument légitime dans notre combat parce qu'on est dans un pays qui a mis sur les frontons des mairies liberté, égalité, fraternité. Le débat est ouvert, donc je peux intervenir. Effectivement, c'est pour confirmer ce que vous dites. On est dans un état de droit, nous sommes des citoyens avant tout, et qu'il faut s'exprimer tant que la dignité d'une personne, l'égalité d'une personne, s'il sera atteinte, eh ben vous avez le devoir et non pas. Donc on est citoyen avant d'être professionnel. Et j'étais dans les hôpitaux quand j'étais jeune, et avant, et effectivement, j'ai réagi toujours en tant que citoyen, et quelquefois, ça posait quelques problèmes autour, au nom de ceci et cela. Et je donne un exemple. Et je me rappelle, il y avait des malades, une fois ou plusieurs fois, qui sont des Roumains, pour ne pas dire des personnes du Sud. Et les Roumains, ils ont leur culture de communauté solidaire. Et quand il y a un malade, toute la communauté est malade. Donc il y avait des brouhahas dans les couloirs, dans les salles, etc. Et en tant que citoyen, j'ai dit, mais au lieu de se plaindre qu'un malade, un patient, toute la nuit, il vous appelle, oui, il veut à tout prix parler à tel ou tel, eh bien laissez la famille jouer son rôle. Et il faut réserver des chambres pour des personnes de ce genre, effectivement. Donc il y avait une évolution, un changement d'esprit dans le service. Donc c'est pour dire, quelquefois on est seul, mais tout en étant dans notre droit de citoyen, donc la loi n'est pas contre nous, on ne peut pas nous reprocher de dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je pense que c'est pour cela qu'on fait ces réunions, c'est pour communiquer nos expériences et surtout pour communiquer qu'on n'est pas tout seul devant ce qui apparaît anormal, alors que finalement c'est notre comportement qui est légal et qui est juste. Voilà, donc il faut être un citoyen, une citoyenne, là où on est, et si on voit quelque chose qui ne va pas, eh ben, voilà, il faut réagir. Si on me demande d'aller faire la guerre à je ne sais pas qui, eh ben, je dis non. Mais si on m'attaque, eh ben, j'ai le droit de me défendre. Voilà. D'autres prises de parole? Oui. Merci pour cette journée, Delphine Jarrois, Michael Duny. Merci à Isabelle et Niné pour leurs interventions. C'est vrai que personnellement, j'ai un peu de difficulté avec la notion de violence conjugale. Je pense que c'est plus large, c'est violence faite aux femmes. Et je voudrais vraiment qu'on nomme l'une des violences qui est l'exploitation par la prostitution, le système prostitutionnel. D'abord les clients, pas de personnes prostituées, et les réseaux qui soient de proxénétisme ou de traite des êtres humains, dont les premières victimes, en tout cas adultes, sont des femmes migrantes. Et encore plus facilement captées lorsqu'elles sont sans titre, on appelle ça sans droit complet, pour dire qu'elles sont sans titre. Donc voilà, on travaille étroitement ensemble, hein, mais je voudrais vraiment qu'on nomme ces violences. Et je sais que par rapport au public mineur comme majeur, nous sommes extrêmement nombreux à
à y être confrontés, et savoir en parler, savoir écouter les personnes, les victimes, et les orienter est extrêmement important. Merci. Merci à vous. Je voulais vous remercier pour vos interventions. Donc j'ai quand même une question. On entend en tout cas depuis la dernière intervention, même pas depuis toutes les interventions, qu'il y a quelque chose de systémique. Et que ça a été dit à 2 reprises, on arrive à un point un peu à une certaine limite malgré des changements. Il y a quelque chose qui a du mal à basculer sur la question des violences faites aux femmes. Je voulais que vous soyez honnête. Quel est finalement le rôle des fédérations, des associations sur cette question systémique pour une modification finalement du système législatif, juridique sur la question des violences. Je prends l'exemple avec le chiffre sur les violences psychologiques. 86% des appelantes au 3919 disaient être victimes de violences psychologiques. Quand on sait que la justice repose sur le principe de la preuve, c'est sûr que les coups sont plus marquants que des insultes. Et donc c'est toutes ces femmes-là qui ont du mal finalement à aller au bout de leur parcours. Et ces femmes qui banalisent aussi. Et finalement c'est ces enfants qui banalisent aussi. Et donc c'est toute la société qui banalise ce type de violence. Voilà pourquoi je suis convaincue, mais je demandais votre impact au niveau politique. Merci. En fait, je pense que toutes nos associations, quelles qu'elles soient réunies en fédération, qu'elles soient au niveau local, il y a une partie de notre action qui s'appelle du plaidoyer. Et cette partie d'action du plaidoyer, effectivement, ça consiste à faire bouger les politiques. Faire bouger les politiques, parfois ça marche, plus ou moins bien. Je dois dire que la réécriture du programme EVARS, notamment, qui consiste à réfléchir sur quelle prévention on met en place et comment on agit sur les filles et les garçons pour éviter d'arriver à ces violences ultimes, au même titre que quand on a rentré dans le contrat d'accueil et d'intégration la nécessité de travailler sur l'égalité femmes-hommes et sur certains types de violences à caractère sexuel et sexiste, comme les mutilations sexuelles féminines, comme vous avez évoqué, madame. Tout ça, c'est des choses qu'on a gagnées parce qu'on les a demandées. Alors, plus ou moins gentiment, plus ou moins poliment, ça dépend des moments. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui ont été acquises. Ça nous a pas été. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les politiques changent ou lorsque la législation change, ça veut dire que derrière nous sommes intervenus d'une façon ou d'une autre, avec à l'appui, comme le disait très justement Minet, sans les chiffres, on n'arrive à rien. À partir du moment où vous chiffrez les choses, vous nommez les choses, on prend l'exemple des violences psychologiques, 86%, ça fait bouger. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à travailler sur la question des violences faites aux femmes, donc il y a fort longtemps, jamais j'aurais entendu un médecin du MJ me dire, d'urgence médico-judiciaire, me dire maintenant j'intègre les violences psychologiques quand je mets un ITT, donc une incapacité temporaire de travail, même si la dame, on n'a pas levé la main sur elle, je tiens compte des violences psychologiques. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Et ça a été obtenu par des associations comme la Fédération Solidarité Femmes ou d'autres qui ont fait remonter ce besoin-là parce qu'il faut pouvoir quantifier. Vous avez parlé de la question de la preuve. Un psychiatre, un psychologue qui atteste que les violences, les traumatismes, la revictimisation, etc., tout cela, l'ultra-précarité a eu des effets sur madame. Maintenant, au même titre qu'on a des magistrats qui sont capables d'entendre la question des violences patriarcales, maintenant ils sont aussi un peu plus en capacité d'entendre la question du traumatisme et des effets du traumatisme sur toute la vie d'une personne et tout au long de la vie, parce que c'est pas qu'au moment où le traumatisme a lieu, c'est aussi ses effets délétères après. Donc,
Bien évidemment, moi je vous comprends, vous allez nous dire ça n'avance pas aussi vite. Bien évidemment, ça n'avance pas aussi vite qu'on souhaiterait. Il y a la question des moyens, parce que les idées, on les a. Honnêtement, je pense que même la petite association de quartier en bas de chez vous, elle a aussi des idées pour améliorer les choses. C'est pas une histoire de titre, de machin, de truc de bidule. C'est vraiment qu'est-ce que l'intelligence collective peut mettre en place pour améliorer les choses. Maintenant, nos politiques, ils peuvent pas s'adresser à tout le monde, donc ils s'adressent à quelques têtes de réseau, à quelques experts et experts dont nous faisons partie, mais on est nourri aussi, comme la Fédération Solidarité Femmes est nourrie par ces 4 associations. 3. Ces 83 associations de terrain, nous on a cette délégation régionale qui nourrissent aussi notre réflexion, parce que ce qui se passe en Île-de-France n'est pas ce qui se passe en Bretagne, n'est pas ce qui se passe à Marseille, ou n'est pas ce qui se passe à Lille, parce qu'on a tendance à beaucoup parisianiser les choses. Et je peux vous assurer qu'en termes de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est vraiment une spécialité franco-française, parce que Paris regroupe en plus les différents ministères, etc., les 2 parlements, Sénat et Assemblée nationale, ce qui fait que tout ça se mélange. Mais c'est très important de faire remonter les réalités. Quand Minet parle de permanence qui ferme en milieu rural, alors qu'on sait que c'est en milieu rural qu'on a le plus grand nombre de féminicides, ça pose question en termes de quelle réflexion politique on a derrière. Voilà. Et donc moi, je pense que on donne probablement l'impression d'être très bien entendu et d'être très bien relayé et de pouvoir faire bouger les choses, mais au final, si on relâche un tant soit peu notre attention, si on relâche cette action de plaidoyer, de lobbying, etc., on est rattrapé, notamment actuellement par les mouvements masculinistes qui, eux, sont ultra financés, alors pas par l'État français, soyons d'accord, sont ultra financés par j'ai envie de dire, des financeurs privés à l'international. On les trouve en Russie, on les trouve aux États-Unis, on les trouve un peu partout dans le monde. Et ceux-là, ils ont les moyens de faire avancer aussi leur plaidoyer. Et donc c'est important pour nous que chacun et chacune, effectivement, en tant que citoyen, en tant que citoyenne, se sont autorisés à porter cette parole, se sont autorisés à faire connaître son travail et son expertise, ce qui a été le cas de plusieurs personnes qui ont pris la parole aujourd'hui, qui, chacun dans leur domaine, maîtrisent parfaitement la question. Merci. Ma question concerne la possibilité, au fait, d'aider les victimes, parce qu'il y en a qui... Enfin, j'allais dire qu'ils ne savent pas qu'elles sont victimes, mais je pense qu'elles le savent, mais elles ne savent pas comment faire. Je pose la question par rapport à certains témoignages que me partagent les collègues. Je vais en donner 2. Je travaille dans une association qui accompagne des personnes demandeuses d'asile, et donc j'ai une collègue qui me disait qu'elle avait un couple où la femme se tapait dessus. Parfois elle sortait avec des bleus, mais chaque fois elle couvrait son compagnon. Non, tout va bien, il n'y a rien, voilà. Et jusqu'à ce que même les voisins appellent parce qu'ils n'en pouvaient plus de la guerre qui était dans cette chambre où était hébergé le couple. Mais toujours la femme continuait à dire non, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Le deuxième exemple, ça concerne une autre collègue dont il m'a partagé son impuissance face à une situation où elle est en train de faire un dossier, donc elle est en train de formuler le dossier de demande d'asile à une mère qui, en arrivant, s'était présentée comme seule parce que justement elle fuyait son compagnon violent. Et au moment de commencer à faire le dossier, à présenter à l'OFPRA, tout ça, la dame, elle demande à ce qu'on rajoute, au fait, le monsieur. Et la travailleuse sociale qui lui demande, en fait, pourquoi elle décide de mettre le monsieur sur le dossier. Et donc, elle dit non, au fait, ce n'est pas grave, ce qui est arrivé entre nous, ce n'est que quelques coups de couteau, donc c'est pas grave, donc il faut qu'on reste ensemble. Et donc, moi, je me dis, je pars de ce qu'une des intervenantes a dit, qu'on ne va pas pousser les femmes à reconnaître qu'elles sont victimes, qu'on les laisse venir elles-mêmes, qu'on les laisse dire des choses elles-mêmes. Et moi, je me dis, comment fermer les yeux devant des situations de ce genre, par exemple?
Merci pour vos questions. Je vais repréciser parce que je pense que j'ai mal été comprise. Notre travail, c'est de permettre aux femmes d'identifier qu'elles sont victimes. Donc c'est l'objet même de notre travail. Ce que j'ai dit, c'est que justement ce que vous décrivez, par exemple, c'est tous les éléments coercitifs qui ont été mis en place autour de ces femmes, l'emprise, comme on disait avant, qui ne permet pas à cette femme de pouvoir sortir de ces situations de violence. Et c'est justement tout le travail des écoutantes, c'est de permettre d'aller au bout et de tirer les fils avec la dame, qui va vous dire oui, mais non, mais c'est arrivé qu'une seule fois. L'écoutante va pouvoir reprendre, réagir avec elle. Ce que je disais, c'est que si une femme n'est pas prête à aller porter plainte et que vous lui dites non, mais il faut absolument que tu ailles porter plainte, il faut que tu ailles porter plainte, alors qu'elle n'a même pas identifié qu'elle était victime de violence, qu'elle ne l'a même pas accepté, qu'elle n'a pas encore la capacité de pouvoir l'accepter, parce que quand on vit dans cet univers avec plein d'éléments qui ont été mis en place autour de vous, c'est pas si simple que cela, que d'en sortir. Et donc, si on veut accompagner correctement les femmes, il faut déjà leur permettre de bien identifier ce qu'elles sont en train de vivre pour qu'au moment où le voisin va appeler et que la police va venir, la police ne reparte pas. Le nombre de situations où on a des policiers qui nous disent oui, mais la dame nous dit qu'il n'y a rien. Alors bon, il faut aussi qu'on forme les policiers à comprendre que non, en fait c'est aussi un mécanisme, la femme va dire qu'il n'y a rien. Mais si vous poussez la porte et que vous rentrez, vous vous installez dans le salon et vous discutez 2 minutes avec monsieur, vous allez vite comprendre que c'est un auteur de violence. Donc ce que je dis, c'est que permettre aux femmes de pouvoir comprendre qu'elles vivent des violences et un cumul de violences, comme on l'a montré tout à l'heure, ça prend du temps. En fait, c'est pas si simple. Et souvent, quand on entend oui, mais pourquoi elle est pas partie à la première claque ? Oui, mais en même temps, elle revient à chaque fois, c'est qu'elle le cherche un petit peu quand même. La culpabilisation qu'on fait peser sur les femmes victimes, elle vient du fait aussi qu'on pense que c'est facile de partir. C'est pas facile de partir. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble de la société, celles qui ne seraient pas concernées ou celles qui accompagnent, pour comprendre que ça demande un peu de patience parfois d'accompagner des femmes victimes. Moi, j'ai déjà entendu des médecins dire oui, mais là quand même, ça fait 3 fois qu'elle vient pour des bleus, il va falloir quand même qu'elle réagisse. Oui, c'est vrai, il va falloir qu'elle réagisse, mais comment on va l'accompagner pour qu'elle puisse réagir ? C'est ça qui est important. Sinon, on fait peser à nouveau la charge de la culpabilité sur les femmes. Si on ne comprend pas ce mécanisme et la complexité de ce mécanisme qui anéantit, qui sidère, on ne peut pas accompagner correctement les femmes. Il y a un taux important de classement sans suite lorsqu'il y a une dépôt de plainte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le cas. Alors oui, effectivement, ça aussi c'est décourageant. Elles nous disent, moi j'ai pas envie, j'ai une amie qui l'a fait, ça a été classé sans suite. De toute façon, dans les taux des féminicides, on le voit, ça nous est rabâché régulièrement. Plus de 45% des femmes qui ont été victimes de féminicide avaient porté plainte 1 fois, 2 fois, plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Et à la fois, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer. Il faut que nous, on parlait des plaidoyers tout à l'heure, nous, on continue à porter des plaidoyers pour que des magistrats, des procureurs se saisissent mieux de cette question. Il y a quand même, par exemple, 2 magistrats de renom, au sens où ils ont, dans leur juridiction, prouvé qu'ils pouvaient agir s'ils pensaient et travailler autrement. C'est le rapport de la magistrate Gwenola Jolicose et du magistrat Monsieur Corbeau. Ils proposent effectivement ce qu'ils appellent une révolution culturelle dans la pratique de la justice, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a un problème systémique et genré, parce que celles et ceux qui rendent la justice, parfois veulent être neutres. En fait, il n'y a pas de neutralité. L'universalisme à la française, il nous pousse à être dans la question de la reconnaissance uniquement de l'homicide. Le féminicide n'est pas reconnu parce qu'on refuse de reconnaître qu'il y a une dimension genrée. Et donc c'est ça aussi qui va permettre sans doute que les classements sans suite peut-être pourront baisser, et puis de vrais moyens et de la formation pour ces personnes. Absolument. Alors, vous touchez du doigt 2 choses. La question de l'évaluation des politiques publiques, ça c'est un manque en France, et c'est pas nous qui le disons, c'est le rapport de la Cour des comptes de 2023 qui dit clairement qu'en France on met en place des lois sans les avoir évaluées.
Et ça, on nous demande à nous d'évaluer. Par exemple, nous, régulièrement, on nous dit bon, alors, l'efficacité du téléphone grave danger, combien ça coûte? En fait, c'est pas aux associations de faire ce travail. C'est aux parlementaires de se saisir de cette question et d'aller questionner la politique publique et d'en demander des évaluations. La première chose. Et la deuxième chose, ces éléments-là, aujourd'hui, existent. C'est pour ça que des magistrats, notamment, travaillent avec nos têtes de réseau, nous auditionnent pour faire évoluer les mentalités. On est encore loin, mais il y a des choses qui se font aussi par des gens de l'intérieur. Oui. Mais... Bien non, en fait, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'orienter vers des associations qui sont des professionnels qui le font. C'était la question de dire il faut y a un suivi au 3919, c'est ça que vous dites? En fait, non, c'est pas l'objet de notre numéro. C'est un suivi des plaintes. Ah. Alors ça, c'est vraiment les associations en local qui font ce travail. Par exemple, dans les CIDFF, avec les services juridiques, elles font ce travail, elles accompagnent les femmes dans cette dimension juridique. Je vais devoir couper les échanges, mais nous allons reprendre dès cet après-midi à partir de 14h. Il y aura un autre temps consacré à ces échanges et à cette communication libre. Je vous remercie à tous, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une bonne pause déjeuner. À tout à l'heure, 14h.